commerce mondial, donc à la une de cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, l'idée étant de faire un état des lieux du commerce mondial et des forces en présence post-Covid avec Bastien Dreux, qui est avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Effectivement, un thème profond, qui est celui du commerce mondial, de la dynamique des échanges mondiaux dans un contexte qui reste encore marqué par le Covid, post-Covid, on peut le définir ainsi, Bastien. Partant du bilan qu'on peut faire de l'année 2022 en termes d'échange de biens, notamment dans le monde, 2022 qui a été, il faut le noter et le rappeler, une année de contraction en volume du commerce mondial, ce qui est plutôt quelque chose d'assez rare dans l'histoire, en tout cas des dernières années, Bastien. Oui, tout à fait. Les derniers chiffres qu'on a montrent une contraction du volume des échanges mondiaux. On a actuellement des échanges qui sont en baisse de 2 à 3% par rapport à l'année dernière. En fait, il y a un véritable coup d'arrêt dans le commerce mondial et hors période Covid, on n'a pas vu une telle contraction depuis la crise financière de 2008. Alors, à l'époque, le commerce mondial s'était contracté de 20%. Actuellement, c'est que de 3%. Donc, le choc n'est pas de la même amplitude, mais ça reste à souligner malgré tout. Alors, au niveau des causes, il y a probablement une réorientation de la consommation, parce que pendant le Covid, par la force des choses, les ménages avaient consommé plus de biens et moins de services. Et là, on a le balancier inverse, avec peut-être un peu moins de consommation orientée vers les biens et un peu plus vers les services. Et une autre cause possible, c'est tout simplement un possible affaiblissement de la demande suite au choc monétaire. Parce que après tout, la Fed a remonté ses taux directeurs de 475 points de base, la BCE de 350 points de base. Et ça a forcément un impact sur la demande des ménages qui commence à se voir et qui va être de plus en plus fort. En tout cas, ce qu'on observe, par exemple, aux États-Unis, c'est une forte baisse, pour être très concret, c'est une forte baisse du nombre de conteneurs qui arrivent par bateau. Et actuellement, si on prend les ports de Los Angeles et de Long Beach, qui sont les deux plus grands ports américains, on a une baisse de 35% sur l'année du nombre de conteneurs déchargés dans ces deux ports, quoi. On voit aussi un très net ralentissement du fret ferroviaire aux États-Unis. Ça, c'est pour les causes. Mais si on s'intéresse aux conséquences, on peut surtout penser à l'inflation. Parce qu'au pire de la crise Covid, le coût du fret maritime avait été multiplié par plus de 10, et ça a clairement été l'un des facteurs qui a exacerbé l'inflation élevée dans les pays développés. Il y avait eu notamment des études du FMI qui avaient démontré ça, qui avaient montré que la hausse du coût du fret maritime, avait conduit à une inflation supplémentaire de plusieurs points de pourcentage. Donc c'est quand même un élément qui a été important dans cette flambée de l'inflation qu'on a pu voir dans les pays développés. Et maintenant, on a un coût du fret maritime qui est justement revenu à peu près son niveau d'avant la crise Covid, à peu près son niveau, disons, de 2019. Et on peut penser que ça va contribuer à davantage de désinflation. Et donc, c'est un facteur qui est évidemment suivi de très très près par les banques centrales. Ouais. On va même peut-être parler de déflation sur le prix de certains biens de transport ou de biens manufacturés à un certain stade, Bastien ? Là, la très très forte baisse du prix du fret maritime, oui, ça va faire baisser effectivement le prix de certains biens. Donc ça, il y a une partie qui va provenir effectivement des coûts de transport qui vont être un petit peu plus faibles que ce qu'on a pu voir sur 2021 et sur 2022. Puis aussi tout simplement le fait que la demande de certains biens est en train de s'affaiblir, notamment du fait du choc monétaire. Donc il y a deux causes finalement qui peuvent expliquer que le prix de certains biens vont baisser, ont déjà commencé à baisser et vont continuer à baisser sur les mois qui arrivent. Si on considère que 2022 est dans une certaine mesure effectivement une correction des années Covid et d'emballement Covid et d'emballement pour les biens pendant la période Covid 2020-2021, est-ce qu'il y a néanmoins une accélération de changements plus profonds à l'œuvre dans la mondialisation qu'on peut observer depuis 10-15 ans peut-être maintenant. Bastien, ça fait peut-être 15 ans que la croissance mondiale est beaucoup moins tirée par le commerce mondial qu'elle ne l'était dans la phase d'expansion de la mondialisation.
Oui, c'est tout à fait ça. Alors, il y a beaucoup de personnes qui parlent de déglobalisation. Alors, le terme, il est clairement trop fort, hein. On ne peut pas parler de déglobalisation pour le moment. Le poids des échanges commerciaux dans le PIB mondial, il avait beaucoup augmenté à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, avec notamment l'essor de la Chine comme usine du monde. Mais on a assisté depuis la crise de 2008 à un ralentissement de la mondialisation parce que les échanges commerciaux représentent un petit peu moins en pourcentage du PIB, hein. Au pic, on était sur 60% du PIB mondial et on a plutôt convergé vers les 50% du PIB mondial. Donc ça reste quand même vraiment beaucoup, hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de déglobalisation. Et il faut notamment avoir en tête, hein, pour démonter un peu l'idée qu'il y a déjà eu une forte déglobalisation, c'est quand même le fait que le déficit commercial des États-Unis avec la Chine, il tourne aux alentours de 400 milliards de dollars, et le déficit commercial de la zone euro avec la Chine, il tourne aux alentours de 300 milliards d'euros. Donc c'est quand même des montants qui sont très importants. Alors on ne peut pas parler, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait déjà eu une déglobalisation, mais en revanche, il y a quand même certaines grandes puissances qui se rendent compte de certains écueils, qui se rendent compte de plus en plus de certains écueils de la globalisation. Et les questions qui se posent, c'est est-ce qu'on peut se permettre d'avoir perdu autant de capacité de production dans certains secteurs? Et c'est plutôt ce genre de questions qui se posent, c'est la question de la vulnérabilité des chaînes de valeur, c'est aussi la question de la souveraineté qui est en train de se poser. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à ce sujet d'une zone économique comme l'Europe, qui est historiquement une zone économique très ouverte sur le monde, qui n'a pas d'ailleurs peut-être profité autant que ce qu'on aurait pu imaginer du phénomène de mondialisation et d'accélération de la mondialisation, qui a été très profitable pour la Chine, par exemple. Bastien, comment est-ce que l'Europe subit aujourd'hui ce phénomène et quelle réaction est-ce que ça appelle du point de vue de la stratégie économique et politique de la zone européenne? Alors, en ce qui concerne l'Europe, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé sur le plan commercial ces 3 dernières années. Donc, la zone euro est passée d'un excédent commercial qui tournait aux alentours de 200 milliards d'euros environ, on va dire de 2015 jusqu'à à peu près 2021, donc un excédent commercial qui était quand même très élevé. Et on est passé à un déficit commercial maintenant qui est aux alentours de 300 milliards d'euros. Donc on passe quand même d'un excédent de 200 milliards à un déficit de 300 milliards. Donc vraiment, il y a un changement qui est extrêmement fort en ce qui concerne l'Europe. Évidemment, la crise énergétique et la flambée des prix du gaz, mais pas seulement du gaz, il y avait aussi le pétrole, il y avait aussi le charbon. Tout ça, ça a fait exploser les importations énergétiques de l'Europe. Et là, ça met clairement à nu la dépendance énergétique du continent européen, hein, qui est sans doute l'une des plus fortes du monde. Et ça montre vraiment le besoin d'accélérer la transition énergétique parce qu'il y a une dépendance qui est vraiment beaucoup trop forte sur ce plan-là. Il y a aussi le fort creusement du déficit avec la Chine, hein, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, mais qui a très fortement augmenté sur les 2-3 dernières années. Et ça révèle finalement des dépendances dans d'autres secteurs, comme sur un certain nombre de biens de consommation. Et puis, il y a aussi, on peut faire un petit zoom sur le secteur automobile, parce qu'il y a eu un vrai affaiblissement du secteur automobile, notamment en Allemagne. En Allemagne, en 2022, il y avait 26% de voitures produites en moins par rapport à 2019, donc 26% de voitures produites en moins, c'est vraiment une très forte baisse de la production automobile, et ça se traduit tout à fait logiquement par un excédent commercial qui est beaucoup moins fort pour les voitures, et ça c'est quand même largement à cause de la pénurie de semi-conducteurs, donc le secteur automobile européen a vraiment pâti de cette pénurie de semi-conducteurs, et ça démontre encore le besoin de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe. Notamment, là, on a pu voir sur les derniers jours le fait qu'il y avait la confirmation du fait qu'on s'oriente vers quasiment 100% de vente de voitures électriques en Europe à l'horizon 2035. Mais pour ça, il va falloir développer, finalement renforcer la sécurité des approvisionnements de certaines matières premières critiques qui sont nécessaires notamment à produire des batteries notamment. On peut penser au lithium par exemple, on peut penser au cobalt ou à d'autres matières premières. Et c'est
c'est vraiment là-dessus que l'Europe doit travailler et d'ailleurs est en train de travailler actuellement pour essayer justement de renforcer son autonomie stratégique. On parle d'un changement de modèle économique pour l'Europe, Bastien, et donc forcément pour l'Allemagne, le poids lourd, le pays le plus mercantiliste peut-être même d'Europe. Est-ce qu'on a déjà un cap, une vision dans un pays comme l'Allemagne de ce que sera le modèle économique de demain ? En tout cas, là, ce qu'on a pu voir, c'est que vraisemblablement l'un des grands pays européens qui a le plus pâti de la crise énergétique en 2022, c'est l'Allemagne, très clairement, avec des coûts de l'énergie qui ont très fortement augmenté. Et là, ce qu'on a pu voir, et ça ressemble quand même à un changement de mentalité, c'est vraiment la prise de conscience au niveau du gouvernement allemand qu'il fallait vraiment essayer de remédier à ces dépendances énergétiques, mais pas seulement, ça concerne aussi d'autres matières premières. Et là, vraiment, on sent bien qu'il est en train de se passer des choses en Allemagne de ce point de vue-là qui permettent à l'Europe d'évoluer de façon plus large. Bastien, merci pour cette analyse et cette plongée dans le thème du commerce mondial post-Covid. Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone, responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management.